Alors, merci à vous d'être en ligne pour le moment, hein, puisqu'il n'y a personne dans la salle. C'est la fin de session à l'Université du Québec à Montréal. Merci donc, à commencer par notre invité, Anthony Bélanger, journaliste et secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. Donc, c'est la séance 4 de ce cycle séminaire dans lequel on s'interroge sur la couverture médiatique du conflit israélo-palestinien. Nous avons déjà eu trois séances, donc c'est la quatrième. L'ensemble des séances, en fait, sont enregistrées et sont disponibles sur la chaîne YouTube du CRISIS et sur le site web du CRISIS. Voilà, il s'agit de réfléchir à la fois sur cette couverture médiatique, mais aussi au-delà sur les questions d'objectivité, de subjectivité, sur ce que c'est qu'un journalisme qui va se considérer dans une certaine mesure comme étant aussi engagé. Et ça nous permet aussi d'avoir un certain parallèle entre, d'un côté, les pratiques journalistiques et les pratiques de recherche. Parce que, en fait, il y a un parallèle à faire entre certains enjeux liés au journalisme et certains enjeux liés aussi à la pratique de recherche en sciences sociales et humaines. Voilà, je remercie encore donc Anthony Bélanger d'intervenir. Je vais simplement préciser quelques éléments avant de vous donner la parole, hein. Donc, j'ai présenté, je vous ai mentionné que j'ai mentionné que vous étiez secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. Alors, ceci, c'est depuis 2015, après avoir été secrétaire général adjoint entre 2014 et 2015. Vous êtes journaliste de formation et vous avez aussi un doctorat en histoire. Vous avez travaillé pendant 17 ans dans le groupe français Ouest France et donc vous dirigez actuellement la plus grande organisation professionnelle de journalisme au monde, représentant, alors le chiffre est assez impressionnant, c'est 600 000 journalistes donc dans 146 pays. Voilà. Et je conclurai en disant que vous êtes régulièrement invité auprès des Nations Unies, de l'UNESCO et de l'OIT sur les questions de sécurité des journalistes, de liberté de la presse et de déontologie. En fait, quand on mentionne donc votre CV, il me paraît tout à fait pertinent, j'allais dire, de vous donner la parole. Je conclurai en disant que vous êtes aussi professeur invité en éthique et droit des médias à l'Université de Mons en Belgique. Voilà, merci encore, Anthony, c'est à vous la parole. Merci beaucoup Eric et Catherine pour votre invitation. Bonjour à tous les étudiantes et tous les étudiants. Oui, effectivement, bon, c'est vrai que c'est le CV dit comme ça peut être impressionnant. Bon, je reste un Homo sapiens sapiens, hein, c'est-à-dire quelqu'un de normal. La Fédération internationale représente 600 000 journalistes, c'est-à-dire qu'on est la seule organisation mondiale, vous l'avez rappelé, c'est une organisation mondiale professionnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas une ONG. Et la FIJ, hein, je vais dire toujours la FIJ pour éviter de faire Fédération internationale des journalistes, c'est une organisation donc, dont le siège mondial est à Bruxelles et j'ai une partie du personnel de la FIJ qui est ici avec moi, dont le bureau européen et le bureau arabe. Et j'ai un bureau en Asie-Pacifique à Sydney en Australie, un bureau en Afrique à Dakar au Sénégal, et pour l'Amérique latine et les Caraïbes à Buenos Aires, donc en Argentine. Et donc on est une fédération de syndicats et d'associations de journalistes, hein. Donc on est à ce titre-là, et vous l'avez rappelé, effectivement, l'organisation professionnelle, la seule qui est représentée au sein des Nations Unies. Et quand vous parliez de l'OIT, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, c'est pour parler de tous ces sujets en tant que professionnel, c'est-à-dire en tant que représentant des journalistes qui sont en rédaction. Les ONG avec lesquelles je travaille, hein, j'ai pas de problème avec ça, sont souvent des organisations qui communiquent aussi autour des grands sujets de la liberté de la presse, qui focalisent leur travail sur certaines thématiques, la sécurité, les droits de l'homme, etc., les droits humains. Et nous, la FIJ, la différence, c'est que nous, on intervient sur tous les sujets qui concernent la rédaction. Les retraites, les salaires, les conditions de travail, l'égalité entre les femmes et les hommes, et je dirais même l'égalité entre les genres, puisqu'on a un Conseil mondial du genre. Et à ce titre-là, on est l'interface avec les Nations Unies d'un point de vue international
et on est l'interface avec nos affiliés sur le terrain dans les rédactions. Et c'est pour cette raison-là que je vais très souvent sur le terrain. Je m'en vais dans le golfe Persique dans quelques jours. C'est un voyage, comme vous pouvez le comprendre, qui a été reporté à cause de la guerre au Moyen-Orient. Et là, normalement, j'y vais si tout va bien, si Trump n'a pas un cauchemar cette nuit, j'y retourne donc jeudi prochain et pour une semaine à Oman, dans le golfe Persique, donc juste en face du détroit d'Ormuz. Et donc l'affiche, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est en lien directement avec nos journalistes qui sont sur le terrain. Et quand on parle de 600 000, ils sont membres de nos syndicats qui eux-mêmes sont membres de l'affiche. Vous voyez, donc c'est à double niveau. Et on représente, c'est-à-dire même les journalistes qui ne sont pas membres de nos syndicats, de nos associations, on les représente quand même puisqu'on est la seule organisation mondiale. C'est-à-dire que quand je suis à l'OIT pour parler, je ne sais pas, de la santé, d'un accord mondial sur la santé au Bangladesh, eh ben, je ne vais pas aller voir si c'est les 1000 ou 1500 membres de l'affiche du Bangladesh. Je travaille et je négocie pour tous les journalistes du Bangladesh. Voilà, on a cette compétence de représenter tous les confrères et tous les consoeurs qui sont sur le terrain des journalistes, mais aussi les travailleurs des médias, puisque malheureusement, quand on emploie ce terme de travailleurs des médias, et là je vais en parler tout à l'heure quand on va parler de Palestine, on travaille aussi sur les fixeurs qui se font viser, on travaille sur les chauffeurs qui emmènent les journalistes, les preneurs de son qui sont les techniciens, etc. Et quand une équipe de journalistes est visée, est emprisonnée, ils ne regardent pas si le journaliste, il a une carte, enfin si la personne qui vise ou si la personne qui est dans le groupe ou dans le bus du média télévisé a une carte de presse, il vise le bus. Voilà, c'était le cas encore il y a 10 jours au Liban, quand il y a eu 3 morts d'un seul coup. On avait un technicien dedans et nous, on les compte. Ils font partie de ce qu'on appelle les media workers, c'est-à-dire les travailleurs des médias. Et donc, ils font partie aussi de notre famille journalistique, si je puis dire. Et c'est à ce titre-là que, on représente toutes ces personnes-là. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, et vous l'avez dit, c'est un sujet que j'aborde aussi avec les étudiants que j'ai à l'Université de Mons, qui est lié à l'Université libre de Bruxelles. C'est un sujet difficile. Sujet d'autant plus difficile que je connais bien le terrain. La Palestine, la Cisjordanie, c'est un des endroits où je suis le plus allé dans ma carrière en tant que secrétaire général de la FIGE. J'y suis allé 2 fois pendant la guerre et on ne revient jamais intact en fait. Et même tout de suite, j'ai encore des difficultés à en parler. C'est-à-dire que on est impacté par des images, impacté par des sons, par des vidéos que je reçois. Je vous parlais tout à l'heure des Libanais. Pour être certain, que ce soit au Liban, en Syrie, au Yémen, en Palestine, des endroits qui sont en guerre avec Israël et dont les journalistes sont les victimes collatérales de cette guerre, pour être certain et certaine que mes confrères et mes consoeurs croient ce qui s'est passé, ils m'envoient des vidéos, ils m'envoient des photos, et donc je reçois tout. Des choses qu'évidemment les médias ne peuvent pas publier parce qu'on a d'éthique, on a une charte de déontologie, et on ne peut pas publier n'importe quoi, tout et n'importe quoi, pour tout simplement pour protéger nos lecteurs, nos téléspectateurs, nos internautes. Mais moi, ils me l'envoient. Moi, ils me l'envoient et ils me disent, regarde bien, on te raconte pas n'importe quoi, regarde ce qui s'est passé. Et là, j'étais encore interviewé il y a quelques jours sur les 3 journalistes du Liban qui ont été assassinés par un drone israélien. C'était une voiture qui roulait, qui était parfaitement bien identifiée presse, et j'avais la vidéo du drone en fait. C'est-à-dire que c'était comme dans un jeu vidéo et où je vois le drone exploser au premier sens du terme, la voiture dans laquelle étaient installés mes deux confrères et ma consoeur libanaise. Donc, c'est ça aussi qu'on a, c'est-à-dire qu'on est face à Gaza, face à la Palestine, mais Gaza en particulier. Être journaliste, c'est probablement l'un des métiers les plus dangereux du monde. Les journalistes de Gaza sont évidemment membres de l'AFIGE parce qu'il n'y a que des Gazaouis qui sont journalistes sur place via notre syndicat, le Palestinian Journalist Syndicate,
J'ai 235 journalistes palestiniens qui ont été tués depuis octobre 2023. Une grande partie d'entre eux ont été visés. Ça, j'en ai les preuves, j'en reparlerai un peu plus tard. Et j'ai encore à peu près 800 journalistes sur place. C'est-à-dire que, qui sont aussi membres de mon syndicat. Et le président de mon syndicat palestinien est aussi le vice-président de la FIJ. C'est un de mes proches camarades, hein, que je vois très souvent. Et, euh, et lui me dit, il documente tout, évidemment, tout est documenté, et ils sont seuls aujourd'hui, parce que comme vous le savez, c'est un territoire qui est fermé aux journalistes étrangers, malgré les demandes que j'ai pu faire auprès des Nations Unies, hein, et j'ai été encore à l'UNESCO il y a 2 jours pour réitérer ma demande, mais même n'est pas en mesure d'ouvrir ces territoires. Même le secrétaire général des Nations Unies n'a pas pu rentrer. Donc c'est pour dire qu'il est quand même la personne la plus autorisée, si je puis dire, à aller où il veut dans le monde. Même lui a été interdit d'entrer sur le territoire par l'armée israélienne. Donc mes journalistes, ce sont mes camarades, ce sont des gens que je connais. Les 800 qui continuent d'informer le monde aujourd'hui, ce sont les seuls, via nos grands médias, bien entendu, parce qu'ils donnent, si je dis bien, ils donnent, hein. Ils ne vendent pas, puisque les grands médias, au départ, les prenaient et essayaient de payer, mais ça, c'est un autre sujet que je suis en train d'aborder avec les grands médias de ce monde. Ils donnent leurs vidéos, ils donnent leurs photos, ils donnent leurs textes, et sans ses confrères et sans ses consoeurs, il n'y aurait pas d'information, tout simplement. Et on pourra parler de propagande et de désinformation, mais il n'y aurait pas d'information du tout sans ces gens-là. Donc, il faut juste savoir que cette guerre, elle ne dépend, en tout cas l'information sur cette guerre ne dépend que de ces 800 journalistes. Et Gaza, la bande de Gaza, c'est 40 kilomètres de long, 7 kilomètres de large. Donc ça fait, je suis souvent venu chez vous à Montréal, dans votre beau pays, enfin dans votre belle province, si je ne veux pas employer de terme, au Québec. Vous imaginez 40 kilomètres de long sur 7 kilomètres, entre 7 et 12 kilomètres de large. Il y avait 2 millions d'habitants là-dessus et il y avait à peu près 1000 journalistes. Donc on en est là aujourd'hui. Sans ses confrères et sans ses consoeurs, il n'y aurait aucune information qui serait diffusée. Donc on est dans une guerre à la fois militaire, euh, comme il y en a ailleurs, hein. Il y en a en Ukraine, là où on est très présent également. Mais c'est aussi une guerre contre l'information. Guerre contre l'information orchestrée par l'armée israélienne, qui elle-même est sous la tutelle de son gouvernement de droite et d'extrême droite. Donc on a une polarisation extrême sur ce dossier. Vous parliez tout à l'heure, Eric, des dossiers, de la couverture médiatique. On est dans une polarisation extrême. C'est-à-dire que soit on est pour, soit on est contre. On ne peut pas être aujourd'hui en disant on peut essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain. On ne peut pas dire on va essayer de donner la parole aux deux, et ça je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Non, c'est quasiment impossible. On essaie de faire, en tout cas les médias, essaient de faire quelque chose d'équilibré, selon eux, en donnant la parole à tout le monde, mais c'est complètement déséquilibré. La parole aux Palestiniens, on ne l'entend jamais. Et j'ai encore un cas en ce moment avec l'union de l'EBU, European Broadcasting Union, qui fait une conférence dans quelques jours sur la Palestine, mais il n'y a pas de Palestiniens. Donc voilà, ça c'est ça. Et on pense donner la parole à tout le monde. Donc, guerre militaire, guerre à l'information. Donc la question n'est pas seulement de savoir ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. La vraie question est est-ce qu'on peut encore informer de façon correcte sur Gaza? Et donc la réalité, je vous en ai parlé un petit peu, elle est brutale. On a des journalistes locaux qui sont nos principaux témoins, c'est-à-dire des journalistes qui ne sont pas. Moi, j'ai été journaliste régional dans la presse régionale, vous l'avez mentionné, dans le groupe Ouest France. On n'est pas préparé pour ça, hein. Euh, Peut-être que dans l'auditoire, vous avez des futurs consoeurs et des futurs confrères qui travailleront pour des journaux locaux. Il y en a beaucoup au Québec. On n'est pas formé pour ça. Et pourtant, eux, ils sont devenus en quelques jours des reporters de guerre.
Et j'en connais beaucoup hein, dans les 800, là, j'en connais beaucoup, parce que je les ai souvent rencontrés. Et ils sont, pour ceux qui ont encore la chance d'être en vie, ils ont appris à travailler avec un gilet pare-balles, ils ont appris à travailler avec des drones sans cesse autour d'eux qui potentiellement les visent. Et puis surtout, ils ont appris à travailler avec des agences internationales, avec des grands médias internationaux qui ne parlent pas forcément l'arabe, parce que eux parlent parfois l'anglais. J'en ai quelques-uns qui parlent le français, mais très très peu. Et pourtant, c'est ça la réalité de la formation depuis Gaza. Moi, je me situe toujours en prenant, en me mettant sur le terrain de Gaza. Depuis Gaza, qu'est-ce que le monde dit? Qu'est-ce que le monde fait? Et qu'est-ce que le monde rapporte? Euh, donc, le monde regarde Gaza à travers des journalistes qui ne peuvent pas quitter Gaza. Et ça, c'est aussi une autre problématique qu'il faut bien avoir en tête. Quand on est reporter de guerre, moi j'ai été sur plein de terrains de guerre hein, depuis que je suis à la tête de la FIGE, en Irak, en Syrie, en Yémen, enfin voilà, j'ai été dans beaucoup d'endroits et en Palestine. Et quand on est reporter de guerre, on va sur le terrain, on a son fixeur, on a son équipe, les preneurs de son, les caméramans, etc. Et puis on rentre chez soi. Eux, non. Eux, ils sont là, ils sont chez eux, ils se font plomber, ils sont devenus des reporters de guerre sans l'avoir voulu, et ils n'ont pas de protection en tant que telle. Ils sont visés, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de rotation comme nous on connaît quand on est reporter de guerre. C'est-à-dire qu'on vous envoie, allez, admettons, dans un espace de guerre, je dirais normal, c'est-à-dire sous le droit international de la guerre. Le droit de la guerre existe, hein. C'est-à-dire qu'on envoie une équipe, on l'envoie 5 jours, 10 jours, 15 jours, on la ramène sur son terrain d'origine et on en renvoie une autre. C'est ça la rotation. Eux n'ont pas de rotation. Et puis ils sont dans des conditions de survie complètement infâmes. Ils ne trouvent pas à bouffer, ils ont des difficultés pour se loger parce que la grande majorité d'entre eux sont sous des tentes et particulièrement en ce moment, ils ont passé un hiver, malgré le cessez-le-feu, ils ont quand même passé un hiver encore sous des bombes, parce qu'il y a encore eu des bombardements, on a des journalistes qui se font tuer encore régulièrement, beaucoup moins qu'avant bien sûr, mais il y en a encore régulièrement. Et donc, on est dans un système de conditions de travail qui n'a absolument rien à voir avec les conditions de travail d'un journaliste ou d'une journaliste lambda, si je puis dire, reporter de guerre, formé pour ça, et qui est protégé, qui a une rotation de travail et qui a des conditions de travail, même si elles sont difficiles, hein. Je ne veux pas dire que les reporters de guerre, ils sont dans des hôtels 5 étoiles, mais ils ont quand même des conditions de travail qui sont dignes de ce nom. Enfin, c'est-à-dire et en tout cas, nous, en tant que syndicalistes, qu'on essaie d'améliorer à chaque fois. Donc, ils cherchent à couvrir une guerre tout en cherchant eux-mêmes à survivre et à faire bouffer leur famille, quand il en reste, leurs enfants, protéger leurs enfants, leurs femmes ou leurs maris. Et donc, on est dans cette situation-là. Donc, les journalistes, ils travaillent évidemment sous des bombes, mais pas que seulement sous les bombes, ils travaillent aussi sous pression, c'est-à-dire qu'ils sont sous la contrainte israélienne, de l'armée israélienne, avec un accès limité qu'Israël impose, même pour ses propres journalistes, hein, parce qu'il y a des journalistes israéliens qui n'ont pas le droit d'y aller, hein. Moi, je suis en contact avec eux, hein. Pour ça que je ne veux pas faire un distinguo entre, pour moi, la famille des journalistes, c'est les mêmes qui aient utilisé la peau bleue ou la peau rouge ou la peau verte, ce sont des journalistes professionnels. Et moi, je m'attache jamais à l'identité nationale d'un journaliste. C'est le fait, quand je représente les journalistes, on me dit, ah oui, toi, tu es français, tu es belge, parce que moi j'ai la double nationalité. Je dis non, je suis pas français, je suis pas belge, je suis le secrétaire général de la Fédération internationale. Je représente les journalistes du monde entier ici. Et donc, on a un accès limité qui est imposé par Israël. Et quand il n'est pas imposé par Israël, ils font une sorte de journalisme embarqué, ce que les anglophones disent embedded, qui est un moche mot pour dire que on fait de la communication bien ciblée, on embarque des journalistes qu'on a choisis et à qui on va montrer ce qu'on a envie de montrer et voire même avec des mises en scène que nous-mêmes nous aurons fait.
Et là, c'est l'armée qui parle, hein, c'est l'armée israélienne. On a cet exemple flagrant de la BBC qui avait des images qui venaient de nos journalistes sur place, notamment du nord de la bande de Gaza, qui avait filmé un secteur que l'armée israélienne voulait faire visiter aux journalistes internationaux. Et, euh, et il se trouve que ben, ils avaient nettoyé évidemment le terrain, ils avaient placé quelques armes là où il fallait placer pour montrer que c'était des secteurs qui étaient occupés par le Hamas. Et en fait, il se trouve que c'était de la propagande pure et dure, de la mise en scène. Et certains journalistes embarqués sont tombés dans le panneau. Fort heureusement, on a encore des bons confrères et des bonnes consoeurs qui font bien leur travail et qui avaient croisé les images qu'ils avaient eux-mêmes faites pendant cet embarquement, si je puis dire, avec des images qu'ils avaient reçues des journalistes qui étaient avant d'être déplacés vers le sud. Donc on a une communication bien organisée, une propagande militaire bien organisée, et ça c'est le côté israélien. Côté palestinien, on a une pression politique énorme du Hamas. Moi, la majorité de mes confrères et de mes consoeurs, ils sont sous la pression du Hamas. C'est pour ça que je ne veux pas faire de distinguo. Ils sont sous la double pression. Et côté palestinien, c'est extrêmement difficile. La Fédération internationale, on a ouvert à Gaza City, à Deir el-Bala et à Khan Younes, donc deux villes dans le sud de la bande de Gaza, des centres de solidarité où les journalistes sont officiellement en sécurité, où ils peuvent travailler. C'est un des centres qu'on a monté avec nos affiliés, bien sûr, avec notre affilié, avec notre syndicat, avec des ordinateurs, des connexions Internet externes la plupart du temps. Et le Hamas, c'est juste pour vous donner cet exemple-là, ils n'ont pas trouvé mieux il y a quelques semaines d'installer leur bureau de police à côté. C'est-à-dire que c'est le meilleur moyen de se faire plomber. C'est-à-dire que si vous avez un bureau de police du Hamas à côté du centre de solidarité de la Fédération internationale, ben vous avez de fortes chances d'avoir une bombe ou une bombe collatérale, si je puis dire, qui tombe sur notre centre de solidarité. J'ai une centaine de journalistes qui passent tous les jours dans ces centres-là, hein, dans chaque centre, hein, parce que c'est des zones qui sont découpées, on ne peut pas accéder d'une zone à l'autre, entre Deir el-Bala et Khan Younes et Deir el-Bala et Gaza City. Et donc, il suffit qu'une bombe soit lancée sur la police du Hamas, eh bien, moi, j'ai 100 personnes qui sont en dessous. Donc voilà, donc c'est aussi les pressions qu'on a, et j'ai fait une communication très précise en demandant au Hamas de déménager leur tente. C'était aussi une tente, hein, mais c'était quand même un bureau policier. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, je leur ai donné 12 heures et ils l'ont fait. Donc voilà, donc on a cet aspect-là où le Hamas est constamment sur le dos de nos journalistes et pour aussi leur dire attention à ce que vous écrivez, attention à l'information que vous allez donner aux médias internationaux. Donc il y a une sorte de risque d'autocensure qui s'installe, y compris chez les nôtres, chez nos membres, qui font leur boulot comme ils peuvent. Et cette autocensure, quand on a la pression d'un côté israélienne de l'armée et de l'autre du Hamas, on peut comprendre que nos confrères et nos consoeurs, à un moment donné, ils disent, OK, on va calmer un peu le jeu sur les informations ou les vidéos qu'on va envoyer. Donc, on est dans des accès et contrôle, accès limité, des pressions internes qui sont extrêmement énormes, et sans parler des conditions de travail qui sont, comme vous pouvez l'imaginer, comme je les ai décrites tout à l'heure, absolument abominables. Donc, toute information qui est produite pourtant est une sorte de rapport de force avec les différentes forces, pour le coup, qu'ils rencontrent sur le terrain. D'un côté, une force qui les vise, y compris chez eux. J'ai beaucoup d'exemples où ils sont visés chez eux, et une force qui les contrôle sur le terrain et qui contrôle aussi la distribution de nourriture, la distribution des biens et des services, parce que ça se passe aussi par le Hamas. Et donc, ils sont pris en tenaille, et donc on a une profession qui fait son boulot de façon incroyable. Et quand on met tous ces éléments ensemble, moi qui ai été journaliste sur le terrain pendant des années, évidemment pas en terrain de guerre, et qui vais sur des terrains de guerre depuis maintenant une douzaine d'années, c'est absolument, quasiment impossible de faire son travail de journaliste. Faut être clair. Et c'est pour cette raison-là
que maintenant, ils envoient leurs vidéos brutes, sans faire de commentaires. Ils envoient leurs photos juste pour dire, voilà, ça c'est à cet endroit, c'est cette personne-là qui a été tuée, c'est ce confrère-là qui a été tué, cette consoeur-là qui a été visée. Et c'est tout. Ils vont pas plus loin, ils restent dans l'information factuelle et en disant, on ne peut pas en dire plus. C'est tout. Et pour des questions de sécurité, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, c'est pour des questions de sécurité. Ils sont devenus des sortes de relais que nous n'avons pas sur place, de fait, puisqu'on n'a pas de reporters, de grands reporters de guerre sur place. Donc voilà, donc on est sur la bataille qui se joue aujourd'hui, c'est, vous l'avez compris, qui est le troisième point de mon intervention, et après je viendrai sur des points plus juridiques, sur la désinformation, sur la guerre des récits, entre la propagande et la désinformation. C'est-à-dire que la propagande israélienne ou du Hamas, pour moi, ce sont les mêmes. Elles orientent. Et la désinformation, qui est clairement organisée par les politiciens, que ce soit la tête du Hamas aujourd'hui, même si elle a été coupée à nombreuses reprises, et ou la tête du gouvernement israélien, qui désinforme, qui trompe de façon intentionnelle, parce qu'ils ont un intérêt politique, les uns et les autres, à tromper les médias, les lecteurs, les téléspectateurs, les internautes, les auditeurs. Et donc, on est clairement dans une question de propagande et de désinformation. Et une fois de plus, je remets mes journalistes de Gaza au centre du jeu. Ils sont au milieu de cette désinformation et de cette propagande. Et eux, quand ils le peuvent et quand ils pensent qu'ils ne prendront pas de risques, ils essaient de sortir de ces chemins qu'on leur impose. Et je peux vous dire que c'est extrêmement difficile. Et lorsque moi je reçois, je vous parlais des vidéos et des photos que je reçois, ils veulent juste me dire, euh, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Regarde la vidéo qu'on a réussi à avoir, regarde la photo que j'ai faite de tel ou tel événement. Donc on est sur une difficulté au quotidien qui fait vraiment très mal. Enfin, c'est vraiment, vraiment difficile et c'est vraiment quasiment indescriptible. Et sur cette question-là, la dernière fois que je suis allé sur place, pendant la guerre, j'avais une conférence de presse avec, il y avait, contrairement aux grandes conférences de presse que j'organise ici à Bruxelles ou quand je suis à Paris ou ailleurs, quand je dis grande conférence de presse, dans le meilleur des cas, j'ai 5 journalistes devant moi. Là, j'avais 50 journalistes devant moi, plein de télé, des radios, etc. Et qui me disent, comment vous, les Occidentaux, parce qu'on est souvent pris comme les Occidentaux, vous pouvez continuer à informer sur Gaza comme vous le faites aujourd'hui. C'est-à-dire de façon complètement orientée, de façon entre la désinformation et la propagande. Vous reprenez soit la propagande israélienne ou du Hamas, soit vous reprenez la désinformation des politiciens israéliens ou du Hamas. Et ils mélangent tout le monde, ils mettent tout le monde dans le même paquet. On est les Western media, c'est-à-dire les médias occidentaux. Vous faites tous la même bouillie. Vous ne donnez pas la parole aux Palestiniens. Vous ne les humanisez pas. Il y a les Palestiniens d'un côté et certaines victimes israéliennes de l'autre. Et j'en ai pris plein la tête pendant 1 heure et demie au nom de tous les journalistes et de tous les médias qui sont représentés, en tout cas, moi je ne représente pas les médias, je représente les journalistes qui travaillent dans les médias, mais de tous les journalistes qui travaillent dans ces médias. Et j'entendais bien ce qu'il racontait. Il suffit de regarder les chaînes de télé d'information en continu, euh, qui donnent encore hier soir sur LCI, la grande chaîne française d'information en continu, qui appartient au groupe TF1, qui donne régulièrement, qui ouvre le micro à des anciens des services secrets israéliens et qui eux-mêmes font leur boulot. Ils font leur boulot de chargé de communication de l'armée israélienne, du gouvernement israélien, des services israéliens. Et c'est ça c'est vu partout, c'est entendu partout. Et malheureusement, ceux qui font bien leur travail, parce qu'il y en a quand même beaucoup des journalistes qui font bien leur travail, ça passe complètement sous silence. Et cette guerre contre la désinformation, contre la propagande, c'est vraiment cette guerre principale
qu'on qu'on nous impose, nous, la guerre des récits. Et alors évidemment, c'est facile aujourd'hui, là, c'est les réseaux sociaux. C'est la viralité de l'information qui va très très vite. Et vous le savez, hein, pour être en master ou en tout cas des spécialistes de toutes ces questions, quelle que soit d'ailleurs votre filière, la viralité, c'est beaucoup plus. Une fausse information va 10 fois plus vite qu'une véritable information. Et pour déconstruire une fausse information, il faut énormément de temps. Et là, le mal est fait. Je dis pas que c'est foutu, mais c'est pas loin d'être foutu. Et donc ça, tout ça, c'est vu, entendu, scruté sur place. Et je l'avais pas compris avant. Pourtant, c'est mon boulot, moi, c'est mon quotidien. Je suis en contact tous les jours avec ces zones-là. J'étais avec les Libanais il y a quelques heures, hein, c'est pour vous dire. Et, mais c'est quand je suis arrivé sur place que j'ai vraiment compris l'impact. Parce qu'ils m'ont parlé. Et quand vous avez les gens, les yeux dans les yeux, qui vous racontent pas des conneries, ils vous racontent pas, ils sont pas en train de vouloir défendre je ne sais quelle position politique ou pas. Ils vous parlent avec leurs tripes. Ils vous parlent comme des gens qui ont perdu un père, qui ont perdu un frère ou un enfant même. J'avais une femme qui avait perdu son enfant dans un bombardement ou un homme qui a un confrère qui m'a emmené dans un bureau à côté, qui voulait absolument me voir en privé et qui défait son pantalon juste pour me montrer qu'il avait deux prothèses. Là, ils font pas du cinéma, ces gens-là. Quand ils vous parlent, ils vous disent, voilà, ils vous parlent quand ils vous parlent, ils savent de quoi ils parlent. Et ils sont en train de vous dire, et quand ils vous disent, vous vous trompez dans ce que vous écrivez, vous vous trompez dans l'information que vous délivrez, euh, et il me parlait, moi, en tant que patron de la Fédération internationale. Il sait très bien, c'est pas moi qui écris ou c'est pas moi qui présente les plateaux TV sur les chaînes de télé en continu, mais il me parlait parce que c'est moi qui les représente, ces gens-là. Eh bien, il me dit, vous vous trompez. Et en gros, vous faites de la merde. Et ce que vous faites là, il n'y a rien de pire pour nous parce on n'arrive même pas à nous faire entendre. Et donc, ces informations-là, cette guerre des récits, la pire des choses qui puissent arriver à un journaliste qui fait bien son boulot, c'est-à-dire de la défiance du public, la défiance même de ses propres confrères et de ses propres consoeurs, et évidemment des accusations permanentes qu'on voit sur le terrain, mais y compris chez vous. Les premières victimes de l'information, de la guerre aujourd'hui, c'est tout simplement ce qu'on appelle la vérité, avec un grand V. C'est-à-dire, c'est la vérité, c'est aussi la confiance, c'est aussi des termes qu'on retrouve dans nos principes déontologiques, dans la charte d'éthique de la FIGE, qui date de 2019, la charte d'éthique de Tunis, on appelle souvent la charte de Tunis. Et le premier article, on parle de la vérité. Mais la première victime de ce type de guerre où les journalistes étrangers ne peuvent pas aller sur place, c'est la vérité, la première victime. Et quand on fait la guerre à la vérité, on fait la guerre à la confiance. Et finalement, c'est la mission même d'informer du journalisme et du journaliste qui est touchée en plein cœur. Et dans ce type de brouillard informationnel, on est les premières victimes. Et en dehors du fait, bien sûr, de mes confrères et de mes consoeurs qui sont visés, qui perdent la vie sur place, bien sûr, hein, mais on est les premières victimes d'un point de vue professionnel. Donc, les dilemmes que nous avons, nous et moi, moi en tant que dirigeant de cette fédération, mais aussi que certains de mes confrères et consoeurs qui font bien leur boulot, c'est de se dire, d'un point de vue éthique, qu'est-ce qu'on doit montrer, qu'est-ce qu'on ne doit pas montrer. Moi, je me pose la question à chaque fois que je reçois les fameuses vidéos dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que je diffuse ça? Est-ce que je l'envoie sur mon groupe WhatsApp de mon board mondial? J'ai 22 élus dans le monde de la FIGE. Est-ce que je leur montre ça? À quoi ça va servir? Est-ce que je dois les impacter? Est-ce que je dois leur mettre un gros coup sur la tête en leur disant, voilà ce qui se passe là-bas, quand est-ce qu'on va se bouger? Voilà. Est-ce que je dois envoyer ça à l'UNESCO? Là où j'étais encore il y a quelques jours, un mercredi matin, pour rencontrer la nouvelle directrice générale adjointe. Et donc ça, ces questions-là, on se les pose. Est-ce qu'on doit montrer ou est-ce qu'on ne doit pas montrer? Est-ce qu'on doit diffuser des images violentes, parfois même avec des enfants, parfois même avec
des corps complètement démembrés, où s'arrête la dignité pour qu'on puisse faire notre travail d'information, parce qu'ils nous le demandent, nous, hein, de montrer ces images-là sur le terrain. Moi, je refuse. Jusqu'à maintenant, j'ai refusé. Je peux pas, vu l'impact que ça a sur moi, je peux pas imposer ça aux autres. Et donc, je refuse. C'est la ligne que j'ai donnée, moi, ici, à la Fédération internationale. On ne publie aucune image violente. La violence, elle est déjà partout. Celui qui veut voir une image violente, il a juste à cliquer sur quelques sites pour en trouver. Donc moi, je refuse cette image. D'images, on a assez de vidéos qui traînent comme ça, voire même des vidéos qui sont complètement fausses, complètement créées par l'intelligence artificielle, qui est tout sauf intelligente, hein, mais c'est au terme anglais, sur le renseignement. Euh, et donc ça, je refuse. De la même façon, il y a le poids des mots. Après les dilemmes éthiques et sur la vidéo, les images, il y a les poids des mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'entendais encore le Premier ministre israélien il y a quelques jours qui disait qu'il fait la guerre pour avoir la paix. Ça, on est dans le poids des phrases. On fait la guerre pour avoir la paix. Vous imaginez jusqu'où on est obligé d'aller pour justifier des crimes qui seront probablement qualifiés de crimes de guerre, euh, en tout cas sur la partie libanaise actuelle, euh, et notamment sur les bombardements qui ont fait plus de 300 morts mercredi après-midi. Euh, Comment justifier des actes comme ceux-là? C'est-à-dire qu'on fait la guerre pour avoir la paix. C'est-à-dire que pour avoir une personne, on est capable d'assassiner, de viser, de réduire à néant un espace où il y a 300, 400, 500 civils, dont des femmes, des enfants qui n'ont absolument rien demandé. Donc, on est dans un espace où les mots, finalement, on a, comment je vais dire ça, ne décrivent même plus la guerre. C'est-à-dire que les mots, ils construisent la guerre. Quand on en est là, c'est on ne décrit pas, on construit une guerre. Et là, on arrive à un point absolument abominable et désastreux une fois de plus, pour les journalistes. Qu'est-ce qu'on fait de cette phrase-là? On fait la guerre pour avoir la paix. Comment on peut justifier une phrase comme ça? On ne peut pas faire la guerre pour avoir la paix. On ne peut pas justifier des assassinats pour avoir une seule personne. Jamais on pourra justifier ça. Le droit de la guerre est très clair à ce propos-là. Donc, on se retrouve sur des questions de fausse neutralité contre la vérité. Je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas donner deux versions pour dire on va être équilibré entre un camp et un autre. C'est pas suffisant, ça. Les faits sont les faits. Il faut toujours partir des faits. Si on donne la parole 50% à l'un, 50% à l'autre, on n'est pas dans les faits. On est déjà dans de la prise de position. On est dans une sorte de neutralité. Et comme vous le savez, la neutralité en journalisme n'existe pas. Moi, ça fait partie des premiers cours que je donne quand j'ai les étudiants. Là, cette année, j'avais les deuxièmes années. Et je leur posais cette question-là. Et la neutralité n'existe jamais. On n'est pas neutre. Personne n'est neutre. Même le plus droit des journalistes, le plus expérimenté, il n'est pas neutre. Il arrive avec ce qu'il est. En revanche, un journaliste doit être honnête avec ce qu'il a devant les yeux. Quand vous êtes sur le terrain, notamment sur un terrain de guerre, vous avez ce que vous avez sous les yeux. Il n'y a pas on peut discuter pendant des heures, mais il y a les faits. Et les faits sont les faits. Et c'est des faits qu'on doit produire notre travail et notre information. Euh, mais au-delà de tout ça, et j'en parlais tout à l'heure, c'est un des points, et je serai près de la fin. Je ne sais pas si je suis si je suis un peu en retard ou pas du tout, mais Non, mais Anthony, oui, vous pouvez poursuivre. Voilà, prenez votre temps, voilà. d'accord. Je vais terminer sur le droit international. Parce que c'est aussi un débat qui nous anime, nous, parce qu'en tant que fédération professionnelle, on est habilité à saisir les cours de justice internationale qui sont liés à nous, évidemment, hein. Là, il y a deux grandes cours. Je ne vais pas faire un cours de droit international ici, parce qu'en plus, il y a certainement des personnes qui sont plus compétentes que moi.
Mais il y a la CPI, la Cour pénale internationale, qui est basée à La Haye et qui a des responsabilités pénales individuelles, et la Cour internationale de justice, qui est une responsabilité des États, hein, globalement, individuel, État. Nous, et les deux sont souvent confondus, hein, bon, tout le monde n'est pas un juriste international, et moi je ne le suis pas non plus, vous l'avez rappelé, je suis historien et journaliste et dirigeant de cette organisation, mais les rôles sont vraiment différents. Euh, il y a la Cour internationale de justice, hein, donc celle qui concerne la responsabilité des États, qui a parlé au niveau de Gaza, et notamment via l'Afrique du Sud contre Israël, ça c'était en 2024, hein, donc on est déjà, il y a déjà 2 ans, qui reconnaît un risque plausible de génocide et qui impose des mesures conservatoires à Israël. Alors évidemment, Israël n'a rien fait, a condamné évidemment cette décision-là comme étant une décision orientée, une décision politique, venant de l'Afrique du Sud, etc. Et nous, on ne parle en tant que fédération internationale jamais de génocide établi. Je ne suis pas habilité pour le dire, même si j'ai vu des choses, même si j'ai des preuves, même si je suis pas je suis pas la Cour pénale la Cour internationale de justice et je ne suis pas en capacité de le faire. En revanche, la Cour internationale de justice dit un risque plausible de génocide. Et lorsque dans les médias vous dites cela, lorsque je suis interviewé, eh bien, quasiment à chaque fois, c'est coupé. À chaque fois, c'est coupé. Alors que c'est quand même la Cour internationale de justice qui l'a dit. C'est pas Anthony Bélanger, secrétaire général de la Fédération internationale, qui est une toute petite chose à côté de la Cour internationale de justice. C'est coupé. C'est-à-dire que on veut pas avoir d'ennui. Il suffit que vous employiez ce terme de génocide dans une phrase. Et pourtant, le terme qui est bien écrit, risque plausible de génocide, qui est légalement, juridiquement justifié, documenté, on vous l'enlève. On vous demande de ne pas le dire. Ou on vous dit, ah ben voilà, vous faites, vous prenez parti, ou vous faites de la politique. Voilà, c'est ça qu'on entend. Et y compris dans les débats. Et donc, juridiquement, ça c'est un fait. Une fois de plus, il faut l'utiliser. Et c'est le deuxième round, si je puis dire, de la Cour pénale internationale. Là, on a déposé des dossiers en tant que fédération internationale. Parce que beaucoup d'organisations disent on a déposé une plainte. Non, on ne peut pas déposer une plainte. On dépose un dossier au procureur qui lui-même après instruit et le transforme en plainte. Mais on entend souvent, et là souvent dans des raccourcis, soit d'ONG, soit de médias eux-mêmes, hein, qui n'emploient pas les bons termes, on a déposé des dossiers qui deux sont transformés déjà en plainte. Et ça, c'est notre travail au quotidien. C'est-à-dire on documente jour après jour avec nos confrères et nos consoeurs sur place. C'est très difficile pour eux, parce que vous imaginez bien qu'ils n'ont pas des imprimantes à leur disposition à Gaza ou à Khan Younes ou à Deir el-Bala. Mais ils font ce qu'ils peuvent, ils font des photos de choses, de documents, de documents médicaux, des hôpitaux quand ils ne sont pas détruits. Donc, ils constituent des dossiers précis, personnels, qu'ils nous envoient. Nous, on les donne à des avocats internationaux spécialistes et qui plaident auprès de la Cour pénale internationale. Et ensuite, c'est transmis au procureur de la CPI qui transforme à son tour cette question-là en crime de guerre s'il l'estime, en crime contre l'humanité s'il l'estime. Ça, c'est, une fois de plus, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui décide quelle est la position et quel est l'angle, pour reprendre un terme journalistique, qu'il va garder. Donc, euh, pour aller vers ma conclusion et pour permettre peut-être des questions des étudiantes et des étudiants, je dirais que le combat principal de l'affiche, c'est de dire, aujourd'hui, on est dans un cadre complètement différent de ce qu'on a pu connaître dans les guerres qui ont précédé. C'est-à-dire que le journaliste est devenu un danger et tout danger, on l'élimine. C'est-à-dire que le journaliste est visé aujourd'hui, la plupart du temps, parce que potentiellement, il ne va pas aller dans la ligne que la propagande ou la communication, pour prendre un terme plus soft, de tel ou tel camp avait décidé en amont. Et journaliste visé, sans journaliste, il n'y a plus de témoins. Ça, c'est une première chose. Et sans témoins, il n'y a plus de démocratie.
à condition qu'on estime encore qu'il y ait une démocratie dans cette zone-là. Ça, c'est encore un sujet qui pourrait être un sujet qui peut-être même pas que juridique, mais aussi philosophique. Donc le défi pour nous, il est, il est pas seulement de couvrir une guerre, il est de préserver les conditions de mes confrères et de mes consoeurs pour qu'elles puissent être racontées. Et c'est ça la question. On a fait sortir à peu près 250 journalistes hein, de Gaza, qui sont essentiellement en Égypte, en Jordanie ou au Qatar. Mais une grande majorité d'entre eux veulent rester sur place. Ça, il faut avoir ça à l'idée aussi. C'est-à-dire que ils savent qu'ils sont en danger de mort, ils savent qu'ils sont visés, mais ils se disent, nous, on est des résistants. Ils emploient ce terme-là, alors qui peut être mal perçu, hein. On est des résistants, on est des journalistes, on ira jusqu'au bout. Si nous, on s'en va, c'est fini, il n'y a plus rien. Et donc, c'est là la question. Le grand défi pour nous, c'est pas seulement de la couvrir, cette guerre, c'est de préserver les conditions de mes camarades sur place pour qu'ils puissent la raconter. En tout cas, ceux qui veulent rester. Et la question, finalement, qui est simple, c'est dans un monde où l'information est contestée, et notamment là-bas, sans avoir de contradicteurs, sans avoir de réelle vision extérieure, qui décide encore de ce qui est vrai, de ce qui est faux, et de ce qui est la vérité, finalement? Qui est-ce qui décide? Dans un monde où cette information-là est complètement battue en brèche. Donc c'est une question un peu ouverte que je lance et que je me pose très souvent quand j'aborde la question de Gaza. Mais malheureusement, je crois qu'on pourrait, quand on a discuté, on a échangé sur cette thématique d'aujourd'hui, je crois que malheureusement, on pourra en reparler dans quelques jours, mais il faudra ajouter le Sud-Liban qui aujourd'hui fait l'objet de la même chose, enfin, qui fait le même objet que Gaza, c'est-à-dire que l'armée bombarde, l'armée demande aux habitants de sortir de la zone et s'installe. Et donc là, on en est sur l'installation. Et maintenant, ils continuent à bombarder, comme ils l'ont fait mercredi, sur des zones habitées, sans avoir demandé l'évacuation en amont. Voilà, je m'arrête là, mais je pourrais répondre à toutes vos questions. Mais comme vous l'avez compris, je n'ai aucun tabou. Anthony, merci beaucoup pour tous ces éléments d'analyse et de réflexion. Bon, ben voilà, la parole est à qui veut la prendre. J'ai moi-même quatre questions, mais je vais peut-être pas commencer. Voilà, quatre questions de très différents ordres. Il y a mon collègue de l'Université d'Ottawa, Isaac Naon Serfati, qui a demandé la parole. Oui, bonjour, merci Eric et merci Monsieur Bélanger. Bon, j'ai des petits commentaires, j'espère que je pourrai le faire, mais des très courts commentaires et un couple de questions pour vous. Mon premier commentaire, bon, je suis pas en train d'approuver non plus les propos de Netanyahu concernant faire la guerre pour avoir la paix, mais bon, c'est pas le premier. Vous êtes historien, donc vous savez que c'est pas le premier d'abord qui a dit ça. On a eu Churchill, on a eu Clemenceau, on a eu d'autres. Et donc, c'est pas, je vois pas le scandale, même si je suis pas très, disons, ami de Netanyahu ou de sa façon de voir le monde, de la politique. Mais c'est quoi le problème? C'est-à-dire, vous êtes en train de dire ça comme si Netanyahu était un monstre et le premier monstre qui a dit ça. Et souvent, c'est vrai, il faut faire la guerre pour avoir la paix et l'histoire. On a plein d'exemples de ça. La deuxième chose, vous dites, bon, la narrative, il y a la guerre autour de la narrative, mais souvent on a l'impression, vous dites, bon, les Palestiniens n'ont pas la parole, etc. Mais bon, d'abord, la question du génocide euh, est bien établie dans l'opinion publique mondiale, un point de vue que je ne partage pas, mais ça, c'est important. C'est-à-dire la question du génocide commis par Israël à Gaza, c'est quelque chose qui est complètement établi. C'est-à-dire, j'aimerais voir les preuves de ce que vous dites lorsque vous affirmez que si quelqu'un va à une chaîne de télévision, etc., ou fait un podcast sur YouTube, donc est-ce qu'on lui dit de ne pas mentionner la question du génocide? La question du génocide a été largement établie
et on pourrait faire des sondages un peu partout en Amérique du Nord, en Europe, je suis certain que la plupart des gens vont dire oui, Israël a commis un génocide. Donc, je ne comprends pas cette affirmation. Mais ma question, avez-vous dans la fédération des moyens, des procédés, et je ne suis pas en train de justifier l'assassinat des journalistes, ok? Je veux le dire clairement, parce que moi, je suis un ancien journaliste et je viens d'un pays comme le Venezuela où les journalistes sont toujours persécutés. Mais avez-vous des moyens ou des procédés dans la fédération pour euh, déterminer si un journaliste travaille pour des organisations comme le Hamas ou la Jihad islamique? C'est-à-dire, je parle de Gaza pour ne pas parler des journalistes qui travaillent pour Hezbollah au Liban. C'est-à-dire pas seulement comme journalistes, pas chez Al-Manar au Liban, mais comme des opérateurs militaires ou de renseignement. Donc, est-ce qu'il y a des moyens pour faire ça? Ça, c'est ma première question chez la fédération, chez vous. Et la deuxième chose, avez-vous des conseils ou des procédés à donner pour faire la différence entre les images vraiment prises sur le terrain pour refléter une réalité qui est vraiment terrible, comme vous venez de le dire, et il n'y a pas de doute que c'est une réalité terrible à Gaza, et faire la distinction entre ces images-là et les images créées par des moyens informatiques. Vous voulez que je réponde tout de suite ou vous voulez plusieurs Oui, oui, questions? Anthony, bah, allez-y, puisque D'accord. Merci, Isaac monsieur. a fait deux Merci, monsieur. commentaires et posé deux questions. Allez-y. D'accord. Non, non, non. Votre première remarque, euh, que ce soit le premier ou le troisième ou le cinquième, pour moi, ça ne se justifie pas. Enfin, je veux dire, on peut être d'accord ou pas sur cette question-là. Effectivement, tous ceux qui veulent faire la guerre, ils ont toujours une bonne raison de la faire, la guerre. Mais Donc, on l'a fait dans la Deuxième Guerre mondiale. Comment est-ce qu'il fallait arrêter le nazisme? Comment est-ce qu'il fallait le faire? oui, oui, non, mais mais là, après, on peut revenir, on peut aller même plus loin. Comme vous le savez, vous l'avez dit, je suis historien et c'est des questions que j'ai abordées, que j'ai même enseignées quand j'étais en doctorat, donc il y a très longtemps, j'étais très très jeune à l'époque. Mais on peut tout justifier. Sur un cas comme Gaza, un territoire aussi petit, on ne peut pas comparer l'Allemagne nazie qui avait envahi une partie de l'Europe et un territoire qui était déjà une prison à ciel ouvert. Voilà, on peut tout comparer, mais comparer les époques historiques, en général, l'historien ne s'y risque jamais parce qu'il se trompe. Et en général, l'histoire ne se répète pas. Ça, c'est aussi une des premières règles. Elle ne se répète pas à l'identique. Il y a des parties communes qui se répètent, mais se répètent jamais à l'identique. Voilà. Bon, une fois de plus, ça, c'est un commentaire à votre commentaire. Et je respecte tout à fait votre avis, hein, monsieur. Sur l'opinion publique, alors si au Québec ou au Canada, de façon plus large, le génocide est accepté, je peux vous dire que c'est absolument pas le cas ici. C'est absolument pas le cas, parce que je peux vous dire, vous allez, moi je suis interviewé quasiment 5 ou 6 fois dans une semaine. Et la plupart du temps, je donne même les autres interviews à mon service de com, parce que j'ai pas le temps de tout faire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils me disent de ne pas le faire. Bien sûr qu'ils vont pas me le dire. Les seules chaînes où j'arrive, c'est quand je suis en direct. Là, évidemment, ils vont pas me couper parce que je suis en direct. Mais quand je suis pour la presse écrite, c'est des termes qui passent pas. C'est un fait. Et c'est pas parce que ce sont des journalistes qui sont contre ce que je suis en train de raconter. C'est qu'ils ne veulent pas d'ennui. C'est-à-dire que la question suivante, c'est pourquoi vous écrivez ça, vous prenez position, etc. Alors que la CPI n'a toujours pas rendu l'objet de son enquête. Donc voilà, ça, c'est un fait. Je ne sais pas comment ça se passe au Canada. Une fois de plus, j'y suis allé souvent, mais je n'y vis pas. Donc je porte pas de jugement sur je n'ai pas d'avis particulier. Ben, Euh, j'y reviendrai un instant tout à l'heure, Anthony. d'accord. Sur sur le, le travail de nos confrères et de nos consoeurs. Quand vous prenez le cas de Gaza, 40 km, entre 7 et 12 de large, les médias sur place, à part les médias
genre la télé palestinienne, les médias qataris qui ont ou saoudiens qui ont des correspondants sur place, parce que ça, il y en a quand même un certain nombre, l'essentiel sont liés au Hamas. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pas pour ça que ça en fait des militants du Hamas. Euh, je, peux- je vais prendre un exemple qui est le mien. Évidemment, on pourrait dire il y a comparaison, etc. J'ai dans mon groupe, Monsieur Eric a cité tout à l'heure que j'ai travaillé dans le groupe Ouest France. Mais avant ce groupe Ouest France, que le titre dans lequel j'étais soit dans le groupe Ouest France, c'était avant le groupe d'assaut. Et avant que ce soit le groupe d'assaut, c'était le groupe R100, qui ont des positions politiques très très tranchées les uns et les autres, hein. Dassault, R100, droite, quasiment extrême droite pour le deuxième, et Ouest France plutôt centre-gauche. Et donc, ça ne va pas changer ma façon de travailler, ça ne va pas changer ma façon de penser. Et les opérateurs militaires, c'est souvent ce qui est justifié par Israël quand il tue un journaliste. C'était un agent du Hamas. Alors sauf que c'est des agents du Hamas, si on peut dire, si on dit ça, c'était des gens du renseignement. Voilà, ils donnent toujours une bonne raison pour assassiner quelqu'un, pour détruire un appartement, parce que les appartements ciblés, ça j'en ai quelques preuves, et c'est notamment les cas qu'on a devant la CPI, c'est souvent ceux-là. Soit c'est ceux qui sont ciblés directement sur un terrain qui est complètement découvert, des gens qui portent un gilet pare-balles et qui ont une caméra dans la main, ça, il n'y a pas de problème, ils sont visés. Les appartements dans les immeubles où ils sont visés, c'est clair, il n'y a personne du Hamas dans l'appartement avec eux, ils sont avec eux, ils sont en famille, en train de travailler, puisque la majorité, à ce moment-là, maintenant c'est le cas, il n'y a plus aucune rédaction qui est debout à Gaza. Donc c'est clair, ils sont obligés de bosser chez eux, ou dans les hôpitaux, ou ailleurs. Donc cet argument-là, c'est souvent celui d'Israël, malheureusement. Nous, quand on a la liste que vous avez des morts, je parle des morts, hein, les 100, les 234 ou 35 morts qu'on a aujourd'hui, palestiniens, hein, je parle pas, j'inclus pas les 4 Israéliens, les Libanais et les Syriens là-dedans, mais que les Palestiniens de Gaza, on a tout double-checké, triple-checké avec ce qu'ils étaient, avec ce qu'ils publiaient, pour savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Voilà. Je peux vous dire que constamment on est interrogé là-dessus. Constamment. Et mes confrères, hein, mes confrères et mes consoeurs, ils me disent, est-ce que vous êtes sûr que celui-là, il était bien journaliste? On lui dit, voilà, voilà les preuves. Et on met à côté le média dans lequel il est, et j'ai une personne qui est en charge du safety, de la sécurité et des droits de l'homme dans mon équipe, qui check, qui est arabophone, qui check tous les détails de nos confrères et nos consoeurs qui ont été tués. Et alors malheureusement, moi, sur votre dernière question, monsieur, sur les images, moi, ce que je peux vous dire, quand je reçois une image ou une vidéo, euh, en général, je la reçois dans les minutes qui suivent un assassinat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'assassinat a été rendu public, et ça je le sais, moi, dans les 10 minutes, hein, souvent, hein. Ça va très très vite, hein. Je reçois un message WhatsApp dans les 10 minutes et je reçois les images dans la foulée. Celle-là, j'ai aucune raison, compte tenu des personnes qui me les envoient, que je connais, de douter de la véracité des images. En revanche, ce qui traîne sur les réseaux, moi, je ne suis pas compétent techniquement. Il y a des outils pour ça, hein, mais moi, je ne suis pas compétent techniquement pour vous dire que c'est une création ou pas de l'intelligence artificielle. Voilà. Je reste complètement humble et honnête. On a une question dans la salle. Faut que je parle fort. Je sais pas si. Oui, il faut que tu parles fort. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Parfait. Je vous entends, je vous Super. entends. Super. Je vous remercie pour votre intervention. En fait, je suis honorée de pouvoir vous poser une question à peu près face à face parce que j'étais étudiante en journalisme et on a un peu parlé de la Fédération internationale des journalistes dans plusieurs de mes cours et en Tunisie, tunisienne. En Ah, fait, oui. ça. En fait, je voulais vous poser une question par rapport, c'est super pertinent ce que vous dites et je voulais vous poser une question, on pourrait en discuter, c'est juste,
des réflexions que j'ai eues après votre intervention. Quand vous parliez que vous aviez refusé de partager des images violentes que les journalistes ou que les travailleurs des médias, comme vous le dites, vous ont envoyé des images atroces sûrement. Mais moi, je me dis, vous donnez en quelque sorte le poids de la vérité parce que avec ces images, vous pouvez vérifier leur véracité en vérifiant les sources. Et moi, je me dis, pourquoi pas, au lieu de garder ça pour vous, de souffrir en silence, d'essayer, je sais pas, de créer une plateforme où il y a des avertissements sur la violence des photos et sur les vidéos et d'essayer de partager ça pour un peu essayer de contrer tout ce qui est véhiculé par l'IA ou tout ce qui est propagande de l'armée israélienne. Parce que je me dis, ces journalistes-là ou ces travailleurs de médias vous ont envoyé ces photos ou ces vidéos parce que en quelque sorte, je le vois comme un appel à l'aide ou comme regardez-nous, on existe et on est là. Je me dis, est-ce que dans le futur, est-ce que vous envisagerez de trouver un autre moyen de partager ça, peut-être, je sais pas. Je me pose la question dessus. Je sais que c'est très délicat pour vous, je sais, compte tenu de votre position et tout, mais je me pose vraiment la question. Ben, c'est une excellente question parce que vous avez terminé, pardon? Oui. Oh oui, oui, allez-y, merci. D'accord. Non, c'est une excellente question parce que pour tout vous dire, on a beaucoup, beaucoup réfléchi sur ces questions-là. Et on s'est dit quelle est, en dehors de l'impact et tout ça, hein, bien sûr, et quelle est la plus-value par rapport à ce qu'il y a déjà de disponible sur le marché informationnel, si je puis dire. Et on se rend compte de toute façon, moi, ce que je reçois, je suis pas le seul au monde à le recevoir. D'autres personnes le reçoivent et souvent les vidéos, là je parlais tout à l'heure des Libanais et de la vidéo qui est filmée du drone, hein, c'est le drone lui-même qui filme ce qu'il est en train de faire. 4 ou 5 heures après, c'était L'Orient le Jour qui publiait la vidéo. Bon voilà, moi j'estime que en tant que fédération internationale, je ne veux pas participer à ça publiquement. En revanche, pour la question de ces images, on a un corpus et ce corpus fait partie des dossiers qu'on dépose à la CPI. Donc, c'est pas perdu, si je puis dire, mais ça fait partie des preuves que nous, on donne à des professionnels, à des gens qui sont formés pour ça, au sein de la CPI, pour voir des horreurs. Parce que malheureusement, quand on est juge, ou en tout cas magistrat à la CPI, et qu'on instruit les dossiers, ils sont formés pour voir tout ce type d'images. Donc voilà, mais c'est nous en tant que tel, pour le moment, on n'a même pas besoin. De toute façon, une fois de plus, c'est déjà partout sur les réseaux. Et je ne veux pas ajouter une horreur à une autre horreur. Et puis, ce qui m'a fait plaisir en introduction, c'est que en étant tunisienne, en tout cas, je suis souvent, j'y vais souvent là-bas. J'ai un syndicat assez puissant que le syndicat national des journalistes tunisiens. Et j'imagine que vous avez certainement été du côté de l'IPSI ou d'une école. Exactement, Voilà. ouais. Ouais, c'est J'ai ça. Bon, et étudié. voilà. Je connais bien l'ancienne directrice et le directeur actuel. Et c'est des gens vraiment pertinents et des grands professionnels que vous avez là-bas. Et je suis très heureux que, je savais pas ça, hein, que la fille j'avais été mentionnée là-bas. Mais ça me fait très plaisir. Merci. Grand plaisir. Je vais en profiter. J'ai noté mes questions et mes commentaires sur mon téléphone. J'ai deux, trois questions ponctuelles et puis peut-être je vais vous proposer d'élargir le débat. Et en fait, je vous expliquerai en quoi c'est lié aussi au fait que je viens de vivre pendant 2 semaines au Brésil et qu'il y a un regard brésilien qui est assez différent du regard occidental. Mais j'ai des questions ponctuelles là qui m'intriguent. Premièrement, vous avez mentionné, on a fait sortir 200 à 250 journalistes de Gaza, mais quand et dans quelles conditions? Parce que il me semble que la bande de Gaza est toujours très largement fermée aujourd'hui. Alors, je réponds maintenant? Oui. Oui. Oui, oui, volontiers, oui, parce que ce Oui. sera plus simple de Oui. répondre aux questions ponctuelles et puis après j'aurai plus de questions de débat. Voilà. Absolument. Deux façons de sortir. Il y a eu une période dans les premiers mois où les familles et les journalistes, les familles des journalistes pouvaient sortir s'ils le souhaitaient
vraiment au compte-gouttes, hein. Et on en a quelques-uns en France, on en a quelques-uns en Europe, mais essentiellement, ils sont passés par l'Égypte, par le désert du Sinaï. Ça, c'est la première raison. Maintenant, c'est fini, ça, hein. Ça a duré quelques mois, et notamment les journalistes qui étaient des correspondants locaux, mais qui avaient un contrat local de l'agence France-Presse, de Reuters, de la BBC, du New York Times. Et eux sont sortis avec la pression de leurs médias et de l'affiche. Ça, c'est les premiers qui sont sortis, je dirais, en bonne santé. Et autrement, les autres, ce sont ceux et celles qui étaient gravement touchés et qui ont eu la chance de passer au bon moment et de sortir avec une ambulance. Et cela, c'est essentiellement en Égypte. Et je suis allé en Égypte pour les voir. Et en Égypte, on en a encore à peu près 200 qui sont là-bas. Et bon, ils sont vraiment estropiés, hein. C'est souvent des gens qui ont été amputés, enfin voilà, ils sont en fauteuil roulant pour le restant de leur jour. Mais c'est très très limité. Vous imaginez bien sur le nombre de personnes qui ont pu sortir. Je vous disais que j'avais à peu près un millier de journalistes sur place et on en a fait sortir 250 qui étaient vraiment gravement blessés. 250, c'était journalistes et leurs familles, hein. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement limité et j'en ai encore qui sont sur place, notamment à Gaza City. Les hôpitaux sont détruits et je suis en train de travailler en ce moment avec l'OMS et avec les autorités israéliennes qui donnent le dernier feu vert, mais en général, elles ne donnent pas pour celles et ceux qui ont des cancers en stade terminal. Et quand elles sont au stade terminal, là, il faut que j'ai d'abord le feu vert d'Israël. L'OMS le donne quand il y a un dossier médical solide, évidemment. Feu vert d'Israël. Et après, il faut que je trouve les moyens de transporter cette personne-là, souvent depuis Tel Aviv, parce que c'est le seul endroit, ils repartent par le nord. Et après, que je trouve un hôpital qui accepte de les soigner en Europe, souvent. J'en ai trouvé un à Marseille, on a fait une à Marseille, et une autre personne dans un hôpital parisien. La France, on a accueilli pas mal aussi, hein, des blessés, pas que des journalistes, mais aussi des blessés. Parce que souvent, ils font des paquets d'avions, enfin, ils font une sorte d'avion d'avion, comment on appelle ça, sanitaire, un transport sanitaire, et ils mettent beaucoup de personnes, et parfois on a des journalistes. Mais les journalistes qui sont arrivés en France, ils se comptent sur les doigts de la main, hein. Donc voilà. Mais est-ce que ce sont des journalistes qui sont palestiniens ou est-ce qu'il y a des journalistes d'autres nationalités? Je pense pas, parce qu'on on a parlé un peu d'un média comme Al Jazeera qui était présent sur place. Voilà. Est-ce que ce sont des Gazaouis, des Palestiniens ou Tous, aussi tous Gazaouis. Tous Gazaouis, et j'en ai même un à Bruxelles, hein, qui est sorti, qui est photographe à l'AFP, qui continue à travailler pour l'AFP et qui va en Égypte à la frontière très très souvent, mais qui est un journaliste gazaoui qui vit maintenant pas très loin de chez moi à Bruxelles. Et donc lui, oui, oui, ils sont tous gazaouis, et la plupart, les étrangers, il n'y en avait pas beaucoup déjà avant, hein. Vous savez, ah, c'était déjà très très fermé, donc il y en avait quelques-uns qui passaient, mais qui ressortaient très vite, hein. Ils restaient une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils revenaient. Mais quand la guerre, quand ça a commencé à cogner, ceux-là sont partis très vite. Mais c'est les Gazaouis qui sont restés coincés, parce que eux, ils n'avaient pas la double nationalité, évidemment, où ils n'avaient pas une nationalité étrangère qui leur permettait d'être protégés par leur ambassade. C'est comme ça qu'on a réussi à sortir les journalistes étrangers qui étaient pris dans la nasse après le 7 octobre. Ceux-là sont sortis dans les 15 jours, 3 semaines après, grâce aux influences diplomatiques, évidemment. Ils étaient des ressortissants. J'ai un souvenir d'une Suédoise qu'on avait sortie comme ça, et qui était mariée avec un Palestinien. Donc elle avait son mari est resté, il a pu sortir au bout de quelques mois, mais on avait des cas aussi, des cas de figure comme ça aussi. j'ai une autre question ponctuelle, en fait, c'est que je me pose depuis longtemps et c'est à propos de la sortie des images. Je me suis toujours interrogé sur comment les images sortent et je me suis reposé la question récemment en Iran, d'ailleurs à ce sujet, puisque le réseau Internet a été, à ma connaissance, fermé complètement par les dirigeants politiques iraniens. Et vous avez eu tout à l'heure une expression qui m'a justement interpellé par rapport à mon interrogation. Vous avez parlé de connexion Internet externe. Est-ce que vous pourriez expliquer Ouais. On voilà. a Et plus reçu, largement, en fait, dans un pays en guerre, comment, lorsqu'une direction politique décide de bloquer les images, comment ces images sortent-elles quand même? Voilà.
Voilà. À Gaza, il y a eu une petite période où c'était le blackout total, mais ça n'a pas duré longtemps. Autrement, on a fourni à nos confrères et consoeurs sur place des cartes SIM et même, comment il s'appelle, mince, l'Américain célèbre, là. Il avait proposé ses propres satellites qui, évidemment, sortaient du cadre habituel des réseaux téléphoniques et Internet locaux. Et donc, on a utilisé ça pendant un moment, et maintenant, on réutilise les mêmes réseaux, parce que grâce à la surveillance, de toute façon, Israël est obligé, parce que on pourrait parler de ça aussi, hein, ce Pegasus, c'est chez eux, hein, donc on pourrait parler de ça. Ils savent très bien où sont tous les journalistes, hein. Il n'y en a pas des millions, hein, donc ils savent où sont les personnalités principales. C'est pour ça que quand ils descendent 300 personnes dans un immeuble, sachant qu'il n'y en a qu'une, ils savent très bien où sont les gens. Souvenez-vous des beepers de Hezbollah, ils savaient très bien où ils étaient. La surveillance aujourd'hui, ça c'est un domaine que je connais bien. Ça c'est injustifiable, ça, ce type d'action. Mais en attendant, les cartes SIM qu'on leur avait produites et envoyées, parce qu'ils les ont reçues, hein, on les faisait passer par des convois humanitaires, se connectaient à un autre réseau, souvent un réseau soit en Égypte, soit en Jordanie, et, euh, et qui était plus ou moins autorisé par les autorités israéliennes. Parce qu'ils ne pouvaient pas tout couper non plus, de toute façon, parce qu'ils coupaient eux-mêmes leur propre réseau, donc on ne sait pas encore complètement au point. Les satellites ne sont pas tous reliés ensemble, enfin, c'est assez. Et en Iran, on a la même chose. En Iran, si vous regardez bien, moi j'ai un de mes confrères qui intervient sur beaucoup de chaînes en ce moment, là. Lui, il intervient tout le temps. Il arrive à se connecter grâce à d'autres réseaux, à un autre satellite. Mais le commun des mortels, ça coûte cher, hein, évidemment, mais le commun des mortels, évidemment, lui, c'est le blackout total. Je me souviens quand j'étais en Syrie, sous Bachar al-Assad, j'avais encore ma connexion bruxelloise, j'avais pris une autre carte SIM, pas la mienne habituelle, mais une autre carte SIM, ce qui me permettait de me connecter au réseau belge, mais depuis là-bas, avec un forfait international. Et j'avais pas accès à tout, mais j'avais quand même accès notamment à mes enfants, par exemple, si je devais leur dire un truc. Mais il y avait plein de réseaux qui étaient coupés, les réseaux sociaux, hein, les WhatsApp qui marchaient pas, les vidéos qui marchent pas. En Égypte, aujourd'hui, vous pouvez pas faire un appel vidéo WhatsApp, par exemple. Ça marche pas. Parce qu'ils ont coupé ce système-là, mais on peut envoyer des messages. Donc il y a plein de... Tout n'est pas complètement fermé, comme tout n'est pas complètement ouvert. C'est ni noir ni blanc. On arrive toujours à trouver des biais, en fait. Bon, bah, j'ai deux questions plus larges, mais je vais redonner la parole à Mariam dans la salle. C'est une question, en fait, c'est deux questions que j'ai collées ensemble parce que, pour faire plus vite. Euh, En fait, c'est par rapport à vous, à votre personne, je voudrais poser une question. Vous avez dit que vous aviez les chiffres, le nombre de journalistes palestiniens à Gaza et je voulais savoir comment vous avez vécu la réduction assez rapide, surtout au début de cette guerre, de ce conflit, comme vous l'avez appelé. Comment vous avez ressenti cette réduction assez rapide de nombre des journalistes palestiniens? Et en fait, je vois la veste en presse derrière vous et je me dis, est-ce que cette veste a encore un poids aujourd'hui? Pour être honnête, là, c'est une question personnelle, donc je vais répondre personnellement. C'est très difficile. Très difficile parce que les gens, je les connais. Je les ai croisés. Alors, je les connais pas tous, hein, je vais pas dire je connais les 800 qui restent, mais j'en connais un grand nombre. Et ma grande hantise, c'est de me réveiller un matin en apprenant la mort de quelqu'un que je connais. Avec les circonstances et, comme je le disais tout à l'heure, pire encore avec son cadavre en photo. Voilà, c'est ça ma plus grosse hantise. Donc ça, c'est dur. Moi, je suis pas formé pour ça. Je suis pas un humanitaire. Moi, je suis un journaliste je suis un petit journaliste de base. Moi, vous savez, quand je suis arrivé à la FIGE en 2014, j'avais pas l'ambition d'aller sur des terrains de guerre. Je suis un défenseur de la profession, un défenseur de principes professionnels, de l'éthique, défenseur des conditions de travail, mais j'étais pas formé, j'étais pas programmé pour aller sur ces terrains-là. Mais il faut que j'y aille. Et quand je me déplace aujourd'hui, je me déplace que dans des endroits où on a vraiment besoin de moi physiquement. Voilà, donc ça, c'est des questions très difficiles. C'est les mêmes exemples avec des Yéménites qui étaient condamnés à mort il y a 4 ans.
qui ont passé 3 ans et demi dans le couloir de la mort, que je connaissais bien, que j'avais vu plusieurs fois en réunion de la FIGE. Et ma grande hantise, c'était de me réveiller le matin en apprenant leur exécution. Et il se trouve que ces gens-là, quand je suis allé en Égypte, d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de l'Égypte où je suis allé voir les Gazaouis, j'en ai vu deux ce jour-là. Ils ont été libérés, ils ont été graciés, etc. Après, on a fait une grosse pression, y compris diplomatiquement et aux Nations Unies, et ça a marché. Je ne dis pas que ça marche toujours, mais là, ça a marché. Et quand je les ai vus, ça a été c'est un de mes plus grands chocs professionnels. Je pensais jamais les revoir, ces gars-là, en fait. Vous savez que au Yémen, des gens qui sont condamnés à mort, vous dites c'est fini. Et quand je les ai vus, je savais pas qu'ils allaient être en Égypte et ils voulaient me faire une sorte de surprise, mais c'était un gros choc émotionnel. Et d'ailleurs, dans le livre qu'on publie sur le centenaire de la Fige, là, en fait, le centenaire de la Fige dans 3 semaines à Paris, j'ai écrit un livre d'histoire de la Fige de 1926-2026. Et ça, c'est une des photos que j'ai publiées dans le livre. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez dur. Sur le gilet derrière moi, c'est un grand débat aussi, puisque beaucoup m'ont dit sur place, ce gilet-là, finalement, c'est une cible. C'est même plus une protection, c'est une cible, parce que quand on a ça sur le dos, on peut se faire viser. Ils n'ont pas tort, mais moi, je ne peux pas leur dire qu'ils n'ont pas tort. Je dois leur dire qu'ils se protègent. Alors, je vais peut-être revenir à mes deux questions maintenant. Je ne sais pas si, en fait, j'y réfléchissais en vous écoutant. Je me demandais si c'était une question ou deux. Bon, alors, ça va commencer par un commentaire. En fait, c'est par rapport, en fait, c'est directement lié d'ailleurs à deux mots que vous avez employés. Donc, je veux pas sortir du cadre dont on parle, mais voilà, quand même un peu élargir. Vous avez mentionné donc la neutralité n'existe pas, mais que c'est l'honnêteté qui était importante. Euh, donc, ah oui, alors je vais revenir un instant sur la question du terme génocide, hein. Bon. Euh, j'ai pas fait de recherche systématique, mais il apparaît quand même qu'au Canada et au Québec, au Canada, et puis je suis aussi quand même beaucoup, entre autres parce que je suis aussi d'origine française, ce qui se passe en France. Je vais parler des médias mainstream, hein, parce que on voit des médias alternatifs ou des médias euh, donc les médias mainstream, je vais m'intéresser plutôt à la télévision en l'occurrence, hein. Il y a quand même des nuances assez importantes en France, par exemple, par rapport à un média que je suis qui est Mediapart, hein, ou le Monde diplomatique. Enfin, mais l'orientation, j'allais dire, l'orientation de Mediapart ou du Monde diplomatique, c'est pas du tout l'orientation générale des médias français. Et Absolument. on retrouve ici un peu l'équivalence dans des médias comme le Journal d'Alter ou Pivot, qui sont des médias alternatifs. Et donc, je parle plutôt de la télévision, on va dire là. Euh, à ma connaissance et à travers donc mon suivi quotidien depuis le début du conflit, le terme de génocide, il est très très rarement employé. En fait, on entend même, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec diverses personnes, qui par exemple vont considérer que si en fait les responsables politiques canadiens parlent un jour de génocide, les médias reprendront. Mais que si par exemple ce sont des organisations comme une organisation que je connais assez bien parce que j'en suis membre, qui est Amnesty International, si Amnesty International parle de génocide, en revanche, ça n'est pas considéré comme étant sérieux. Donc, j'allais dire, je pense qu'on retrouve un peu les mêmes éléments ici et en France aussi. C'est aussi relié à une autre dimension, hein, qui est un peu parallèle, mais qui n'est pas sans lien. Moi, j'ai un collègue français, Emmanuel Marty, par exemple, qui travaille depuis 20 ans sur la droitisation des médias en France, hein, et donc sur la droitisation des journalismes, on pourrait dire, en France, hein. Et on peut retrouver assez bien ça ici. Donc mon hypothèse, voilà, mon hypothèse, c'est que je pense que c'est relativement parallèle ce qui se passe. Maintenant, le Brésil. Donc je reviens du Brésil et où j'ai eu l'occasion d'avoir de très très longs échanges avec un ami brésilien qui est aussi professeur à l'université de Brasilia, qui s'appelle Luis Martino et qui en fait travaille en ce moment sur un ouvrage. Bon, j'espère qu'un jour l'ouvrage sortira en français, mais il travaille donc sur l'ouvrage évidemment en portugais. Et lui, il s'intéresse
il s'intéresse ou il se réintéresse à un vieux concept, mais vous l'avez mentionné, c'est celui de propagande. Et donc, pour lui, en fait, il a une pratique qui consiste à comparer, une pratique de recherche qui consiste à comparer, et à comparer de façon relativement systématique, si je ne me trompe, c'est quatre médias. Un média, comme dit, un média occidental qui est la BBC, la chaîne d'information, donc BBC World, hein, ce sont des chaînes d'information continue. La deuxième, c'est Télésour, la télévision d'information continue d'origine vénézuélienne. Ensuite, la troisième, c'est RT, hein, l'ancienne Russia Today. Et la quatrième, c'est Al Jazeera. Et donc, en fait, alors c'est frappant parce que j'étais avec lui le jour où il a travaillé sur la couverture, c'était samedi dernier, hein, du sauvetage voilà, du militaire états-unien en Iran. Et c'est assez, quand il me montre les images, en fait, et les commentaires des quatre chaînes de télévision, BBC World, Télésour, Al Jazeera et RT, on a l'impression quasiment d'être quand même sur quatre planètes différentes. Absolument. Et alors, moi, j'ai été chercher les commentaires hein, sur le site web de Radio-Canada. Il se trouve que je connais la personne qui a fait le commentaire et j'ai regardé ce qui se passait sur le site web de France Info. Sur le site web de Radio-Canada, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un certain équilibre entre, on va dire, les différentes versions. Alors que sur le site web de France Info, ce qui m'a frappé, parce que c'était vraiment deux textes qui étaient sur le même sujet, hein. Et sur France Info, en fait, alors c'était complètement déséquilibré, j'allais dire. 90% de l'article portait sur du point de vue occidental et 10% sur d'éventuels autres points de vue. Voilà. Et je terminerai mon commentaire, parce que j'aimerais bien savoir, évidemment, ce que vous pensez de tout ça. Je terminerai par un commentaire, en fait, et je vais faire appel à un vieux chercheur, vieux militant, qui est Noam Chomsky. Chomsky, qui écrivait je pense, dans les années 80, Chomsky avait fait un parallèle entre le Salvador et le Nicaragua, la couverture médiatique états-unienne au Salvador et au Nicaragua. Il se trouve donc que le Salvador était, en fait, le Salvador était dirigé politiquement par un régime de droite, voire d'extrême droite, qui avait l'appui de Washington, alors que le Nicaragua était administré par un régime de gauche qualifié d'extrême gauche par Washington. Et ce que disait Chomsky, en fait, il en tirait une conséquence en disant que généralement, en politique internationale, les médias de chaque pays ont toujours tendance à avoir une distance à n'avoir pas de distance avec le point de vue officiel de la Maison Blanche aux États-Unis, de l'Élysée en France, etc., etc. Et je faisais un lien parce que je me disais que finalement, alors oui, oui, ça rejoindrait l'idée qu'il n'y a pas d'objectivité, mais après, quid de l'honnêteté, quid du fait que très souvent, ça rejoint la question en fait du terme génocide. Oui, on emploiera le terme génocide, mais tant que les autorités politiques de notre propre pays n'emploient pas ce terme-là, nous n'allons pas euh, l'utiliser parce que Amnesty International et d'autres organisations, Human Rights Watch, etc., ce sont des militants. Qu'est-ce que vous pensez de... Voilà. Quelle est votre analyse de l'ensemble de ces éléments? Écoutez, votre analyse est absolument pertinente, je suis absolument d'accord. Vous avez cité en France Mediapart et Le Monde Diplo sur les... Moi, je lis évidemment beaucoup là-dessus et beaucoup en France. C'est les deux médias généralistes, hein, parce que mon diplôme, c'est quand même 27 langues différentes. Enfin, j'ai écrit hein, dans le diplôme plusieurs fois, et c'est une rédaction qui est hyper professionnelle. Et ce qu'ils ont publié jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il y a à mon avis, c'est ce qui se fait de mieux en France. Mediapart fait du bon boulot aussi. Et vous avez raison, sur les mainstream, ils font pas de vagues, en fait. Ils ne veulent pas de vagues. Et j'avais jamais fait le lien avec, et ça c'est intéressant, c'est votre réflexion est intéressante, avec le fait d'être proche du pouvoir dans lequel ils sont. Et vous avez complètement raison, hein, on voit la même chose aux États-Unis.
Euh, mais moi, ce que je constate, et ça va corroborer ce que vous dites, c'est-à-dire que les aspects nord-sud, ils sont énormes sur ce sujet-là. Et moi, j'ai parfois des débats au sein même de mon comité exécutif. J'ai 22 membres, comme je vous le disais tout à l'heure, issus de toutes les régions du monde. Et quand j'ai un Australien, une Canadienne, j'ai une Canadienne dans mon équipe qui est de Vancouver, ou j'ai une Brésilienne, une Péruvienne, la première vice-présidente est péruvienne, ils n'emploient pas les mêmes mots, ils n'ont pas déjà la même culture syndicale, la même culture journalistique, ils n'ont pas les mêmes conditions d'exercice et ils n'ont pas la même vision du monde. C'est-à-dire qu'il reste des gens du global south, enfin du sud global, comme on dit, de façon d'ailleurs un peu trop générique et qui n'est pas toujours vrai partout. Mais, et donc, et moi, je retrouve ces mêmes éléments dans les propres médias et dans les propres façons d'informer d'informer les lecteurs ou les téléspectateurs, etc. Mais vous avez complètement raison, et ça, c'est assez intéressant. Et moi, je le remarque aussi. Et on a les mêmes sujets, par exemple, sur la Russie. Je ne sais pas comment c'est vu chez vous, mais Russie-Ukraine, l'Europe, comme un seul homme, si je puis dire, ou comme une seule femme, si c'est l'Europe au féminin, la présidente de la commission, c'est une femme. Ils ont décidé que les Russes, c'était les diables et que les Ukrainiens étaient les gens bien. Toute l'Europe a suivi, les médias ont suivi, et ce qui, d'un point de vue diplomatique, est un non-sens, parce que quand on fait de la diplomatie, on discute avec tout le monde, même de façon discrète, hein, on le dit pas, on va pas dire que quelqu'un est le diable, et puis après, on va essayer de discuter avec lui, après, c'est fini. Quand on rompt on rompt les canaux diplomatiques, c'est fini. Moi, je le vois bien, y compris dans mon organisation. Moi, j'ai des problèmes avec certains syndicats, notamment russes, qui ont été suspendus de la FIGE, mais à aucun moment j'ai rompu les canaux avec les Russes. Parce que c'est pas eux qui sont responsables de la guerre en Ukraine. Bon, ils ont pris d'autres positions qui les ont mis un peu sur le côté par rapport à nos principes. Mais c'est pas pour ça que ça reste des gens avec qui il faut pas discuter. Il faut toujours garder un lien. Et donc, on a les mêmes problèmes. Et je me souviens, quand la suspension de la Russie est venue devant notre bureau, j'avais en gros le Sud, l'Europe, l'Amérique et l'Australie. Et, et c'était très, très tranché. C'est-à-dire qu'il y en a plein, notamment, et la brésilienne, si vous parlez du Brésil, la brésilienne qui, elle, a voté contre la suspension des Russes. Elle a dit, il n'y a pas de raison, etc. Et les Africains ont été, soit se sont abstenus, mais ils n'étaient pas clairs. Et une partie de l'Asie du Sud, proche des Russes, n'était pas claire non plus. Ils disaient non, non, on ne peut pas être aussi tranché, etc. Tandis que les Canadiens, les Américains, les Européens, les Australiens, de façon brutale, ont décidé de les mettre de côté. Et on a la même chose avec Israël, Palestine, etc. On a à peu près les mêmes débats. Et ça, c'est intéressant, parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas les mêmes visions, tout simplement, et les visions politiques. En Afrique, c'est pour d'autres raisons, parce que les Russes sont très présents en Afrique, comme la Chine est très présente en Afrique, sur le plan économique, etc. Donc, ils n'ont pas les mêmes relations. En Amérique latine, c'est plutôt une vision politique. Et notamment au Brésil, notamment au Pérou, en Bolivie, en Argentine. Moi, c'est vraiment mes pays les plus forts. Un peu moins du côté du Venezuela et du côté de l'Équateur, mais Brésil, Argentine, Pérou, Bolivie, c'est vraiment là où ils sont les plus militants. Et là, il n'y a pas de discussion. Ils sont assez, je dis pas qu'ils sont radicaux, mais ils sont clairs dans leurs idées, en fait. Oui, d'ailleurs, c'est un petit peu hors sujet, mais j'en profite. Oui, ce qui est frappant, par exemple, au Brésil aussi, c'est que quand on pose la question à on va dire, en général, à des intellectuels au Brésil, quand même pour beaucoup d'entre eux, j'allais dire, le- l'ennemi, entre guillemets, c'est pas la Russie, c'est les États-Unis, avec les coups d'État, les tentatives de coups d'État, les liens très très forts entre Trump et Bolsonaro. Hein, bon, et si c'est pas Bolsonaro père, il y a ses quatre fils derrière. Et donc, pour eux, en fait, ils disent, oui, peut-être qu'en Europe, vous avez un tropisme vers la Russie, mais nous, au Brésil, et plus largement en Amérique latine, le danger principal, c'est le pays qui considère qu'il est chez lui de la terre de Baffin à la terre de feu, en fait. Hein. Absolument, absolument, je suis d'accord, hein, absolument d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions parce que j'ai encore une question. Non? Alors, oui, alors j'ai une autre question. Alors, bon, parce que j'en profite aussi, hein, c'est on avait commencé le cycle des séminaires avec un
un collègue qui est professeur à l'université de Tel Aviv, Jérôme Bourdon, un collègue d'origine française, donc qui s'est installé il y a plus de 20 ans à Tel Aviv. Oui, j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire j'avais demandé à Jérôme Bourdon s'il pouvait me conseiller. En fait, il m'a dit que c'était très très difficile en ce moment. S'il pouvait me conseiller en fait un ou deux journalistes ou chercheurs israéliens pour voilà. Et il m'a dit il y a de grandes chances que ce soit très difficile et qu'ils veulent pas prendre la parole. Je m'intéressais notamment, par exemple, enfin, je m'intéresse depuis très longtemps, en fait, quand je lis quelque chose sur Israël, le média vers lequel je me retourne, ça vous étonnera sans doute pas d'ailleurs, c'est Haaretz, hein, le journal Haaretz. Bon. Mais alors, qu'est-ce que vous savez justement est-ce que la grande majorité des journalistes israéliens sont pro-Netanyahou? Est-ce qu'il y a des formes de résistance? Est-ce que vous pouvez nous en dire et les conditions de travail? Voilà. Oui, j'en connais. Alors, on avait un syndicat israélien qui a quitté l'affiche il y a déjà avant la guerre, hein, c'était pas lié à Gaza, et qui était assez divisé en interne sur la politique de leur pays, comme dans beaucoup de syndicats d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup d'organisations, ils sont très divisés, hein, on n'a pas. Aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est-à-dire que vous avez raison, Haaretz fait un travail correct, plutôt même plutôt pertinent, et c'est pour cette raison-là qu'ils sont aussi sous protection, parce qu'ils sont souvent menacés. Les journalistes, je peux difficilement parler des journalistes généralement en Israël, mais les contacts que j'ai, parce que je ne parlerai que de contacts, ils se gardent bien de s'afficher avec nous pour pas avoir d'ennui, parce qu'ils sont sous pression. Et on peut le comprendre, on peut le comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'interdictions en Israël, y compris pour les journalistes étrangers hein, qui sont sur place. Parce que moi, constamment, j'ai des dossiers que je fais remonter à ce qu'on appelle le GPO, le Government Press Office, qui se charge de délivrer les autorisations d'exercer pour les journalistes étrangers. Et je suis même accroché avec l'actuel directeur du GPO israélien, et qui, pour une raison ou pour une autre, il peut interdire à un journaliste étranger d'exercer, et puis il le renvoie chez lui, hein. Donc c'est la menace qu'ils ont au-dessus de la tête, constamment, quand ils travaillent là-bas, israéliens et étrangers, hein. Je parle vraiment que du territoire israélien. Et évidemment, ils ne s'affichent pas avec moi. Quand on a des discussions, j'en ai, elles se font sur des réseaux dits sécurisés, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas de réseau sécurisé. À partir du moment où vous ouvrez une fenêtre comme aujourd'hui, n'importe qui peut l'avoir. Même votre téléphone, quand il est éteint, on peut avoir accès. Donc c'est pas un réseau comme celui-là qui pourra être protégé, même un signal ou je ne sais quoi. Le seul moment où c'est protégé, c'est le moment où vous êtes en train éventuellement de. Enfin, il y a des réseaux qui sont protégés, qui sont cryptés, chiffré, mais le moment où vous êtes en train de taper, c'est-à-dire que là, vous voyez votre message s'afficher sur votre écran, ça peut être vu par n'importe qui. Une fois qu'il est parti, c'est autre chose. Il peut être un peu plus difficile de l'avoir. Mais donc, sur des réseaux cryptés, ils me parlent de façon pas forcément un visage découvert, et puis pas de chez eux. Donc il y a une vraie crainte pour ceux que je côtoie, parce qu'il y a quand même une opposition en Israël, hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas être blanc-noir. Il y a une vraie opposition. Il y a eu des manifs pendant très longtemps, qui ont été interdites d'ailleurs pendant un certain temps après. Il y a des grandes manifs hein, à Tel Aviv hein, de la population. Mais c'est difficile de vivre là-bas. Alors quand on fait le choix de vivre à Tel Aviv, c'est un autre sujet. Moi, je vais pas me risquer sur les raisons des uns et des autres de vivre dans un espace comme celui-là. Mais pour ceux qui travaillent là-bas pour couvrir en tant que journaliste la réalité, c'est difficile. Et il y a notamment, puisque vous êtes français, je connais Charles Anderlin, l'ancien. La dernière fois que je suis allé à Tel Aviv, on a déjeuné ensemble. Pour les plus jeunes, autour de cette table numérique, Charles Anderlin était le correspondant permanent de France 2 à Tel Aviv. Et c'est un magnifique journaliste qui a eu des gros ennuis avec Israël, qui n'a pas toujours été soutenu par sa rédaction. Vous pourrez trouver, tout est expliqué sur les réseaux, hein, et c'est un monsieur maintenant qui est à la retraite que j'ai eu un plaisir de rencontrer la dernière fois.
Et Charles Anderlin, lui-même, il le dit, il lui dit, c'est très difficile de pouvoir informer depuis Israël. Et lui, il est israélien, hein, il est franco-israélien. Mais il a eu les pires ennuis du monde avec Israël, et de la même façon avec sa rédaction France 2, qui voulait pas, qui le défendait sur le bout des doigts, et puis après qui le défendait un peu plus. Mais c'est pas facile d'exercer, en tout cas, dans cette zone-là en particulier. Code Jérôme Bourdon, maintenant, ça me revient tout de suite, hein, à l'instant. Jérôme Bourdon m'avait conseillé de contacter Charles Anderlin, mais j'ai pas pris le temps. Que je connais par ailleurs, bah, que j'ai connu il y a très très longtemps, parce que, alors je ne sais pas s'il a travaillé pour les deux rédactions en même temps, mais je crois que, enfin j'en suis sûr, avant de travailler pour Antenne 2 à l'époque d'ailleurs, il était correspondant. Je ne sais pas s'il a continué ensuite pour RMC. Euh, Ah, je sais pas. oui, et donc, oui, et il a écrit un ou deux ouvrages d'ailleurs, relativement Beaucoup. récemment. Ah ouais, il a écrit beaucoup. Il Il a m'a écrit envoyé son beaucoup. dernier, là. Il m'a envoyé son dernier bouquin que j'ai pas encore lu, mais non, non, il en écrit très souvent. Et ils sont extrêmement précis. Il n'a jamais d'ennui juridiquement avec ses ouvrages. Ça veut dire qu'il est dans le vrai. Quand on n'a pas de problème devant la justice, c'est qu'en général, on est dans le vrai. Et lui, il est dans le vrai. Mais sa femme, elle Voilà. continue. Sa femme est journaliste et elle est correspondante pour la RTBF ici, la radio-télé publique belge, francophone. Et elle est aussi correspondante pour le Point, je crois. Et elle est en fin de carrière également. Et si vous l'entendez à la radio, elle a une voix magnifique, elle a une vraie, vraie voix de radio. Alors, je sais pas, je l'ai pas rencontrée, elle, mais elle a une voix de fumeuse, elle a vraiment une voix incroyable. Elle est incroyable. Bien, elle a les mêmes, elle a le même, comment dire, la même pertinence que son époux. Et c'est un grand couple de la profession, ça, oui. Je crois qu'on va peut-être s'arrêter sur ça, sur cette information, à moins qu'il y ait une dernière question, un dernier commentaire. Non, bah, je crois, Anthony, merci encore, hein, c'était très riche, hein. Voilà, il va y avoir d'autres personnes qui vont avoir l'occasion d'en prendre connaissance une fois que ce sera sur le web. Je vais simplement, donc, après vous avoir à nouveau remercié, signaler que nous allons terminer la saison sur ce cycle d'intervention. Donc, c'est le 15 mai prochain, en fait, avec deux interventions. La première, une intervention ici même à Montréal de Rana Bouazer, qui est collaboratrice du journal Alter à Montréal. En fait, le journal Alter est un journal qui, en fait, vit et développe dans la perspective qui était celle des années 2000, perspective altermondialiste. Et la deuxième, elle sera à Paris. Donc, c'est Pauline Pernaud, qui est membre d'un organisme qui me semble tout à fait pertinent, qui manque un peu au Québec d'ailleurs, je pense, c'est Acrimed en fait, hein. Les gens connaissent Acrimed, mais ils connaissent moins ce que ça signifie, Action Critique Média. Oui. Voilà, et elle a fait un très très gros travail sur cette couverture médiatique du conflit israélo-palestinien. Voilà, donc c'est le 15 mai, ce sera la dernière séance. Anthony, merci encore. Et donc on se Avec retrouve le plaisir. 15 mai. Avec plaisir. Merci pour votre invitation. Et puis, bonne fin de semaine, hein, parce que vous commencez votre journée, vous, hein. Oui, en effet, oui, oui.